Nous recevons ce soir Gérard Berry. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes informaticien, professeur au Collège de France où vous occupez la chaire Algorithmes, Machines et Langages. Vous êtes lauréat de la médaille d'or du CNRS. Cet entretien, précisons-le, s'inscrit dans le cadre des entrevues que nous réalisons en partenariat depuis septembre dernier maintenant avec le Collège de France. Alors dès demain, vous allez organiser un colloque qui a pour titre l'imagerie médicale à l'heure de l'intelligence artificielle. Les défis, les opportunités, on va les évoquer avec vous. Mais d'abord, on va clarifier un point. C'est vrai que nous autres, les journalistes et les médias francophones, et pas seulement, on a tendance à dégainer très vite l'expression intelligence artificielle, parfois même quand on parle d'informatique standard. Pourquoi, selon vous, faut-il distinguer les deux ? Parce que l'intelligence artificielle, c'est et surtout l'apprentissage automatique, qu'on est une de ces branches, celle qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est un des morceaux de l'informatique qui ressemble d'ailleurs pas tellement aux autres. Je dirais que si vous prenez une voiture, dedans vous avez une quantité fantastique d'informatique. Le moteur est conduit par des informatiques, il a été conçu par de l'informatique, les freins aussi, etc. Et là, c'est pas de l'intelligence artificielle. Pour l'instant et pour longtemps. Et il y a d'autres points comme la conduite automatique qui sont en train de se discuter et de se mettre au point, qui, elles, reposent sur des techniques d'intelligence artificielle, qui sont de nature assez différente. L'informatique classique est très exacte, l'intelligence artificielle est beaucoup plus compliquée, c'est-à-dire elle essaie d'apprendre les choses. Alors l'informatique est en tout cas omniprésente dans nos vies, elle transforme profondément la plupart des activités humaines et peut-être jusqu'à la nature même de nos sociétés, en plaçant l'information au cœur des débats et de notre quotidien. Selon vous, cet essor de l'informatique, qu'est-ce qu'il exige de nous, êtres humains ? De comprendre. On en parle beaucoup sans essayer de comprendre. À l'heure actuelle, les gens essayent d'avoir des avis sans essayer de comprendre, et ça ne marche absolument pas. Par exemple, sur la sécurité informatique, qui est un problème massif, les gens essayent d'apprendre des trucs, mais les trucs sans compréhension, ça ne marche pas très bien. Et alors, la compréhension n'existait pas, mais maintenant, on l'introduit quand même au lycée. C'est tout nouveau. En 2019, l'informatique sérieuse va être introduite au lycée, sous des noms bizarres d'ailleurs, du genre sciences numériques et technologies. Pour tout le monde ou pour les classes scientifiques ? Pour tout le monde, c'est pour toutes les secondes. Et bon, j'ai été copilote des programmes avec un inspecteur général qui s'appelle Laurent Chénaud, et puis pas mal d'autres gens, dont des professeurs, pour essayer de faire des choses qui tiennent vraiment la route. Donc ça, c'est nouveau. Donc vous dites la compréhension, et vous dites aussi il faut qu'on se dote d'un nouveau schéma mental différent de ceux issus des sciences et techniques liées au monde physique. Absolument. J'ai écrit un livre qui s'appelle Hyperpuissance de l'informatique qui décrit ça en détail. C'est que tout le XXe siècle s'était fondé autour d'un triangle, la matière, l'énergie et les ondes, qui sont des choses auxquelles on est habitué. Mais l'informatique, ça travaille sur l'information. Mais pas uniquement l'information qu'on se donne les uns les autres en ce moment, mais l'information que donnent les machines, l'information que donnent les appareils médicaux, etc. Et ça, c'est beaucoup moins intuitif parce que l'information, c'est pas du tout la même bête. Ça pèse rien, ça se duplique parfaitement, ça se transmet instantanément, pas la matière. Et les gens emploient encore des raisonnements d'avant, de la matière, etc., pour parler d'information. Et comme ça, on est sûr de rater le grand tournant actuel. Le grand tournant actuel, quel est-il ? Le grand tournant actuel, c'est de mettre l'information au centre. Si vous regardez les agences de réservation d'hôtels sur Internet, les sites de réservation d'hôtels, ils n'ont pas d'hôtel. Et pourtant, c'est vraiment les rois du système parce que simplement, ils ont le plus important qui est de savoir qui veut aller quand et pourquoi et où. Donc vous, là, c'est l'exemple parfait parce qu'il ne s'agit pas d'être pour ou contre, il s'agit déjà de comprendre comment ça fonctionne. Exactement. Les gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne alors comment ça fonctionne justement les plateformes qui vendent des chambres d'hôtel ? Simplement, elles enregistrent ce que disent leurs clients, elles proposent sur des sites très très bien faits informatiquement et elles drainent de plus en plus de gens qui trouvent c'est extrêmement commode ça, donc de mettre en rapport. Mettre en rapport, ça a toujours été quelque chose d'important, mais avec l'informatique, c'est mondial, hors du temps et hors de l'espace. Alors vous parliez tout à l'heure justement de la voiture autonome notamment. On va aborder un autre domaine, c'est celui de l'imagerie médicale, avec donc demain ce thème, l'imagerie médicale à l'heure des intelligences artificielles, défis et opportunités. Peut-être d'abord justement la question des algorithmes. On n'a pas encore prononcé le mot. Oui. Tous les exemples que vous avez cités fonctionnent à base de ce qu'on appelle les algorithmes. Les hôtels... Les algorithmes, c'est ce qui manipule l'information, de même que le moteur, c'est ce qui manipule la matière. Donc les algorithmes sont indissociablement liés à l'information et réciproquement.
réciproquement. Ce sont les méthodes de calcul qu'on va implémenter sur les machines. Et par exemple, quand vous allez prendre une radio, à l'heure actuelle, une radio médicale, avant c'était assez simple, c'était des rayons qui allaient après, rayon X qui vous traversait et qui allaient impressionner une pellicule photo. Maintenant, c'est plus du tout ça. C'est un système informatique avec des capteurs, mi-informatique, mi-physique, avec des capteurs qui vont fabriquer des nombres, des données, qui vont être ensuite traités par informatique d'une façon qui est plus ou moins compliquée, assez simple pour la radio, quoique, mais extrêmement compliquée pour l'IRM. L'IRM, la machine ne produit pas du tout une image. Imagerie par résonance magnétique. Oui, imagerie par résonance magnétique qui a révolutionné le diagnostic médical et qui ne produit pas du tout directement des images, mais produit des nombres, des immenses quantités de nombres qui sont traités par des algorithmes pour finir par une ou des images, 3 dimensions, 4 dimensions. Mais jusque-là, ça fonctionnait, la radio et l'IRM. Qu'est-ce que ça apporte en plus, la science des données, la quantité massive de ces données et ces algorithmes? Non, on ne peut pas faire d'IRM du tout sans informatique. Ouais. L'informatique, c'est plus de la moitié du boulot dans une IRM. Hein. C'est compliqué au niveau physique, c'est compliqué au niveau informatique, et c'est la jonction des deux qui fait le travail. Il n'y a pas d'IRM possible sans informatique. Il n'y a pas de scan possible sans informatique. Alors donc demain, vous posez cette question, défis et opportunités. Quel est le grand défi justement de l'intelligence artificielle au service de l'imagerie médicale? L'intelligence artificielle, donc, ce qu'elle essaye de faire, c'est de traiter les très très grandes données qu'on reçoit de tout l'ensemble de la médecine. On va s'intéresser beaucoup aux images, parce qu'un problème dans les images, c'est qu'il faut les regarder. Et les hommes ne sont pas forcément les meilleurs placés. Les hommes font ce qu'ils peuvent pour les regarder, mais peut-être qu'on peut faire mieux justement en automatisant le regard. C'est déjà garanti pour les mélanomes, qui sont des lésions de la peau cancéreuses extrêmement graves, et qu'on sait mieux reconnaître maintenant par des algorithmes à partir de photos que par les meilleurs médecins. Ils le savent. On parle aussi d'opérations assistées, du suivi des patients à distance, des prothèses intelligentes aussi. Voilà. C'est quoi une prothèse intelligente? Intelligente n'est pas le bon mot, mais disons qu'un pacemaker moderne, un pacemaker ancien permettait de garder le cœur à toujours la même vitesse. Ouais. Un pacemaker moderne va réagir à sa vie, sa propre vie, changer quand on monte un escalier, etc. Envoyer des données aux médecins en permanence pour mieux analyser ce qui se passe et mieux diagnostiquer des variations, et il est plein de logiciels, il est plein d'informatique, d'algorithmes. Il y a aussi les traitements personnalisés des patients grâce au recoupement justement d'un nombre croissant de données. Ça peut améliorer le suivi, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus, toujours pareil, un risque justement d'un point de vue éthique, d'un point de vue... Toujours. Il y a toujours un risque éthique. Par exemple, on va faire des diagnostics automatiques. Pas encore, hein, ça se discute pour l'instant, mais par exemple les mammographies, il y a 2 radiologues qui regardent chaque mammographie. La mammographie, c'est à une échelle énorme, c'est à l'échelle des populations, et un radiologue qui regarde 100 mammographies par jour, par exemple pour celui qui fait le contrôle, il ne les regarde pas pareil le matin quand il est fatigué, quand il a mal dormi, etc. Et les algorithmes permettent d'avoir une plus grande régularité. Mais d'un autre côté, on n'a pas pour l'instant d'algorithme qui sait expliquer exactement ce qu'il fait en intelligence artificielle. Il donne d'excellents résultats, mais sans comprendre ce qui se passe. Par exemple, pour la traduction des langues, ils savent très bien traduire les langues, les algorithmes, mais ils ne comprennent rien à ce qui est marqué. Comment est-ce possible ? C'est un grand mystère qu'on essaie de comprendre aussi. On ne comprend pas encore ça. On comprend intuitivement, mais pas précisément. Alors j'ai cité quelques exemples. Quelles sont les grandes opportunités que peuvent apporter l'apprentissage automatique en matière médicale, en tout cas d'imagerie? Eh bien, par exemple, d'analyser de façon beaucoup plus fine et beaucoup plus rapide et beaucoup plus fiable des très grandes données. Comme par exemple, quand on scanne le corps entier, ça fait des centaines de radios qu'on met en 3D et il faut analyser et chercher des choses là-dedans. Et on travaille à ce que les algorithmes soient aussi bons que les hommes, mais fatiguent moins et finissent par moins se tromper. C'est pas facile cette notion, c'est pour ça qu'on fait des colloques, c'est pour ça que les médecins travaillent, que les chercheurs travaillent, qu'ils travaillent ensemble et qu'on en discute. Justement, d'ailleurs, c'est pas la première fois, puisqu'il y a quasiment un an, le 2 mai, il me semble, il y avait déjà eu un colloque sur l'imagerie médicale. Absolument. On dit toujours que c'est une révolution et que ça va très vite. Qu'est-ce qui a changé en un an, justement, d'ailleurs? En un an, je sais pas, on le verra demain. Probablement beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de retours. La science va pas super vite, faut pas croire. Quel pays est à la pointe en la matière entre intelligence artificielle
l'informaticien de l'imagerie médicale? Les États-Unis, la France est très, très forte dans ce domaine-là, historiquement. Par exemple, c'est un chercheur de l'INRIA, Nicolas Ayache et d'autres qui ont été vraiment pionniers dans ce domaine et qui ont créé la plus grande conférence du monde là-dessus. Mais les États-Unis, tout le monde est intéressé, bien sûr, là-dedans. Mais je dirais qu'en France, on se porte très bien là-dessus. Merci beaucoup. C'est donc demain au Collège de France, Gérard Berry, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Merci à vous.